Can you predict what will come in 100 years, or in 10, or in the next minute? Eh bien, je suis très vieux, je suis né en 1948. J'ai commencé ma carrière journalistique au Monde, où j'ai fait des reportages. Mon premier reportage était à Belfast, après un attentat terrible. Ensuite, j'ai fait des reportages en Afrique, j'ai fait la guerre d'Angola, etc. Et puis, je me suis un peu fâché avec le Monde. Et j'ai participé à la création d'un autre quotidien, un quotidien de gauche qui s'appelait Le Matin de Paris. Participé à la rédaction, au lancement de façon très modeste, simplement en tant que journaliste. Après quoi, je suis parti, j'ai quitté la presse, j'ai quitté la France, je suis devenu attaché culturel à l'ambassade de France au Danemark, une expérience passionnante qui m'a d'ailleurs valu d'écrire un petit livre ensuite. Je suis revenu ensuite en France, et où j'ai cherché à revenir dans la presse. J'ai eu une brève incursion dans un quotidien africain, une aventure extraordinaire. Et après quoi, j'ai commencé, après une période de chômage, une carrière de journaliste scientifique. D'abord à Sciences et Avenir, et puis à Sciences et Vie. De là, j'ai obtenu de faire une chronique hebdomadaire dans Les Échos, le quotidien économique, une chronique scientifique, ce qui m'a valu ensuite d'être nommé par Madame Bétou, qui dirigeait cet honorable journal, rédacteur en chef du magazine des Échos, magazine mensuel. Et à partir de là a commencé une nouvelle carrière de réformateur de magazine. Donc j'ai réformé assez profondément, même très profondément, je dirais même de A à Z, le magazine des Échos, dont l'héritier est aujourd'hui Enjeux les Échos. Ensuite, j'ai réformé Sciences et Vie. Après quoi, j'ai réformé Courrier International. Et puis ensuite, le magazine La Recherche. Le magazine La Recherche, qui est le principal magazine, qui était le principal magazine scientifique de haut niveau en France, où je suis resté 8 ans, et ensuite j'ai prolongé ma présence dans le groupe qui avait racheté La Recherche, qui était le groupe Le Point, Pinault, comme conseiller de la direction. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Books. Entre-temps, j'avais écrit quelques livres. En fait, j'étais un lecteur depuis très longtemps de revues anglo-saxonnes, en particulier de la New York Review of Books. J'avais participé à 2 ou 3 expériences de réflexion destinées à voir s'il était possible d'installer en France une revue ou un magazine de ce type, c'est-à-dire un magazine ou une revue, il y a une ambiguïté sur le terme, dont l'objet, je parle de la New York Review et d'autres du même type, est de s'appuyer sur des livres qui sortent pour publier des articles de haut niveau écrits par des auteurs de livres en fait, mais qui connaissent parfaitement le sujet du livre ou des livres sur lesquels ils écrivent. La rédaction en chef de la New York Review disait volontiers que son objectif était de trouver, pour écrire ces articles, des auteurs qui auraient écrit un meilleur livre que ceux qu'ils devaient commenter. Alors effectivement, ce type de revue n'existe pas en France, ou pas vraiment. Il y a bien la revue critique, mais qui est confidentielle. Et moi, j'étais plutôt un spécialiste de magazine, donc je cherchais le moyen de créer ça. J'ai retourné ça dans ma tête longtemps. J'ai rencontré un problème particulier, qui est que le milieu intellectuel français
auquel normalement j'aurais dû faire appel si j'avais créé l'équivalent de la New York Review, est un milieu très différent du milieu anglo-saxon. C'est un milieu beaucoup plus cloisonné, dans lequel il y a des chapelles. Ce sont aussi il y a des gens remarquables naturellement, et certains d'entre eux m'entourent aujourd'hui, mais c'est aussi un milieu qui sait dans l'ensemble beaucoup moins bien écrire pour un public large que le public anglo-saxon. C'est dû au système de formation, c'est dû aussi au mode de sélection des universitaires qui n'a rien à voir en France à ce qu'il est dans le monde anglo-saxon. Et d'où l'idée et comme j'avais dirigé Courrier International, d'où l'idée de contourner l'obstacle ou les obstacles en créant l'équivalent, si on veut, de la New York Review, mais donc en s'inspirant de Courrier International et en recherchant donc des articles de haut niveau publiés dans le monde entier, surtout dans le monde anglo-saxon à vrai dire, mais pas seulement, à propos de livres qui sortent. Et avec l'idée de traduire les meilleurs de ces articles, mais aussi de rendre compte, dans les articles plus courts, d'articles publiés à propos de la publication d'un livre, permettrait de faire un magazine. Alors ça n'allait pas de soi, c'était pas du tout évident, et c'est à ce moment-là qu'un de mes amis qui dirige un gros institut de sondage et d'enquête d'opinion, on peut le nommer d'ailleurs, pourquoi pas, rendre-lui hommage, Hugues Cazenave, qui dirige l'Opinionway, m'a proposé très gentiment de faire une étude, ce qu'on appelle des focus group, sur si je réalisais un numéro 0 à mes frais. J'ai réalisé un numéro 0, on a fait les focus group, et le résultat était positif. Alors pourquoi Books? Autre question. En fait, par défaut, parce que j'avais toutes sortes d'idées de titres dans la tête. Le titre le plus simple que j'avais en tête, que j'aurais d'ailleurs peut-être dû prendre, je ne sais pas, je me pose parfois la question, c'était simplement Livres et idées. Et en discutant avec un éminent professeur de philosophie lors d'un déjeuner, comme je le bassinais avec la New York Review of Books, avec la London Review of Books, etc., il me dit pourquoi pas Books, et voilà, et c'est parti comme ça. Alors cela dit, ça a été extrêmement difficile de lancer cette entreprise, parce que quand je me suis adressé au patron de presse de l'époque pour essayer de lancer ce journal, à commencer par le groupe qui m'employait, on m'a simplement ri au nez en me disant que l'heure était au web, et que créer un journal papier, et en plus à la lecture rapide, au web et à la lecture rapide, et que lancer un journal papier haut de gamme, avec des articles longs, c'était vraiment exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai dû me tourner vers des chefs d'entreprise qui n'avaient rien à voir avec le monde des médias, mais qui étaient simplement intéressés par l'aventure culturelle que ça représentait. Il se trouve qu'on est sorti juste après la crise financière de 2008, qui a frappé à l'été 2008. On est sorti en fin novembre 2008, et j'ai choisi comme thème les raisons de la crise financière, puisqu'il y avait déjà un certain nombre de publications qui étaient sorties à ce sujet, qui s'appuyaient sur des livres antérieurs, mais écrits par des économistes qui avaient suivi le sujet. Et donc on a titré ce premier numéro avec l'image des moutons de Panurge, parce que c'est vrai que le panurgisme, dans ce genre d'événements collectifs, il s'agissait en l'occurrence des financiers, joue un rôle important dans ce domaine comme dans bien d'autres, bien sûr. Alors ensuite, les difficultés qu'on a pu avoir pour faire perdurer ce journal, elle tenait, je veux dire, largement à mon inexpérience en tant que chef d'entreprise. Je n'avais pas l'expérience de chef d'entreprise, et je me suis beaucoup bercé d'illusions sur la possibilité de vendre un grand nombre d'exemplaires avec une équipe relativement importante à l'époque, et donc très chère. Et nous sommes allés de crise en crise, et un certain nombre de mes actionnaires ont lâché la barque. J'en ai finalement trouvé d'autres qui ont de nouveau lâché, etc. Et on a vécu comme ça pendant maintenant 10 ans.
bien là, pour le coup, le concept n'a pas changé depuis le début et il correspond à ce que j'avais en tête quand j'ai commencé à réfléchir au journal, c'est-à-dire que il s'agit, en fait, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui va du bas vers le haut et un autre du haut vers le bas. Du bas vers le haut, c'est de repérer, de lire simplement les bonnes revues, les bons journaux qui font non pas des comptes rendus, mais qui publient des essais d'auteurs significatifs à propos de livres qui paraissent, et de sélectionner les bons articles. Mais bien sûr, l'autre mouvement qui va du haut vers le bas consiste à se dire mais il faudrait absolument traiter ce sujet parce que ça va intéresser tout le monde. Cherchons des livres et des articles de qualité à propos de ces livres et construisons des dossiers à partir de ça. C'est beaucoup plus difficile qu'on imagine et il y a toujours un certain nombre de sujets que je ne suis pas parvenu à traiter en dossier dans Books, par exemple l'Europe qui est d'actualité en ce moment. Je n'ai jamais réussi à faire un dossier sur l'Europe, faute, curieusement, de livres et d'articles à propos de ces livres qui soient du niveau de ceux que j'exige d'habitude pour réaliser un dossier. On lit des livres passionnés sur l'Europe, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. L'Europe, c'est aussi le développement de l'Europe, c'est aussi traduit par une gigantesque complexité des sujets. Et embrasser la totalité de ces sujets est soit extrêmement difficile, soit très ennuyeux. Donc en fait, il n'y a pas de bon livre. Si on cherche aujourd'hui, si un électeur cherche aujourd'hui un bon livre qui fasse sereinement le point sur les forces et les faiblesses de l'Europe, ses acquis et la réalité de ses problèmes, eh ben, il ne trouvera pas. Et nous avons besoin tout de même de prendre appui sur des livres qui soient relativement clairs et qui soient écrits par des gens compétents. Donc on a des livres très sophistiqués sur l'Europe, mais qui ne font guère l'objet d'articles destinés à un grand public. Et de l'autre côté, des livres trop simples, qui ne font pas non plus l'objet d'articles intéressants. Alors peut-être que j'exagère, peut-être que nous avons failli à notre devoir, pas suffisamment cherché, peut-être que nous y arriverons un jour, mais pour l'instant, ça fait quand même 10 ans que je cherche. C'est une question absolument gigantesque. Je vous remercie de me l'avoir posée. Est-ce que la France représente une originalité quelconque à cet égard? Honnêtement, c'est pas sûr. Je crois pas. Si on compare à l'Angleterre, par exemple, que je connais presque aussi bien que la France, je ne pense pas qu'il y ait de différence très significative. Si on compare à l'Allemagne aussi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, comme à propos de l'Europe, d'une manière générale, et bien que cet avis ne soit pas partagé absolument par tous, on peut, je pense, légitimement estimer que les problèmes de la planète et donc l'actualité en général, sont d'une complexité croissante. C'est assez normal, vu l'accroissement démographique, vu le progrès technologique quand même extrêmement rapide. Or, cette complexité est quelque chose de très difficile à traiter par les médias. Il arrive que les médias parviennent à traiter un sujet complexe en enquêtant, parce que l'enquête, comme on le voit dans certaines émissions de télévision ou dans certains articles de journaux, l'enquête permet souvent, d'abord l'enquête intéresse les lecteurs ou les auditeurs ou les téléspectateurs, si elle est bien faite, et puis l'enquête va se focaliser sur un point précis, va soulever la poussière dans une zone particulière d'un sujet très complexe, mais le fait de s'intéresser en profondeur à un point particulier d'un sujet complexe permet souvent d'éclairer cette complexité de manière efficace. Mais dans l'ensemble, et exception faite en effet d'un certain nombre d'émissions et d'articles qui sont parfois remarquables, dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que, si on reste en France en tout cas, là je vais peut-être paraître un peu sévère, mais le niveau moyen de réflexion des journalistes est faible. Il est faible parce que, au fond, les journalistes n'ont pas été formés à
embrasser la complexité des sujets, que les rédacteurs en chef des journaux, des chaînes de radio, de télévision, n'ont pas non plus été formés aux moyens d'embrasser la complexité, et plus particulièrement peut-être, ils n'ont pas été formés à réfléchir de manière systématique aux biais cognitifs qui peuvent entacher leur manière de traiter les sujets et de les analyser. Si bien que les journalistes sont beaucoup trop souvent la proie de lobbies divers, de lobbies financiers, mais aussi de lobbies idéologiques. Et c'est d'autant plus fort, ces biais jouent de manière d'autant plus forte que le ou la journaliste se trouve partager l'idéologie de ces informateurs. Là, il y a des phénomènes de renforcement qui font que bien souvent, les articles qu'on lit, y compris dans les meilleurs journaux, ceux qui se considèrent comme étant les meilleurs, restent non seulement superficiels, mais franchement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'essentiel des sujets qui restent finalement en dehors des moyens de perception du lecteur. Alors le profil de nos lecteurs est absolument orthogonal aux catégories socio-professionnelles classiques. Il ne peut se décrire que de manière qualitative. Nous avons des lecteurs d'horizons professionnels et d'âges extrêmement différents. Nous avons des étudiants, nous avons des retraités et au-delà. Nous avons des avocats, nous avons beaucoup de médecins, des hommes d'affaires, mais aussi des travailleurs sociaux, des éducateurs. Voilà, donc on a un public très, très divers, et ce qui caractérise ce public, probablement ce qui le rassemble, c'est une certaine forme de curiosité. Une curiosité, aussi sans doute une déception par rapport à ce que leur offrent précisément les médias traditionnels, donc une recherche d'autre chose, une recherche de plus de profondeur, mais aussi une recherche de distance, de distanciation, et le fait que Books puise l'essentiel de son matériau à l'étranger mobilise cette curiosité. Après, c'est traverse une crise extrêmement grave qui est plus grave qu'elle n'a jamais traversé, je pense, depuis son apparition au XVIIIe siècle. Le lectorat baisse, les jeunes ne lisent plus de papier, et l'information aujourd'hui est recherchée essentiellement sur Internet. Donc ne pourront subsister, à mon sens, que un très petit nombre de quotidiens, si l'on subsiste, papier, qui exerceront une situation de monopole ou de quasi-monopole, et sans doute en tout cas en Europe, avec un soutien de l'État ou de fondations très puissantes, parce qu'ils ne parviendront pas à subsister, du moins s'ils souhaitent conserver la qualité ou un minimum de qualité et de diversité dans l'information fournie. Je pense que les hebdomadaires, ce qu'on appelle les news, sont condamnés à disparaître à plus ou moins brève échéance, à moins d'une révolution intellectuelle majeure, c'est-à-dire l'invention d'un concept complètement nouveau. Le seul news qui marche vraiment aujourd'hui, à la limite, c'est pas un news, c'est The Economist, qui est donc un hebdomadaire généraliste, contrairement à ce qu'on croit. Et bien sûr, l'économie joue un rôle essentiel dans The Economist, mais en réalité, c'est le meilleur hebdomadaire généraliste du monde. Sa diffusion dépasse largement le million d'exemplaires. Bien sûr, il bénéficie de la langue anglaise. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce succès, parce que les ventes d'Economist continuent de grimper, bien sûr, notamment les ventes numériques, c'est qu'il fonde
son succès sur la qualité, sur la rigueur de l'information, sur la précision de l'information, et parfois en prenant des risques. Et je pense que si une voie existe pour les news en France, ce serait dans cette direction. Maintenant, le marché français est beaucoup plus petit, donc les difficultés sont plus grandes. Alors, il y a la question des mensuels ou des périodiques à de durée plus longue. Et là, je pense qu'il y a un avenir, parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher à fabriquer, ça coûte moins cher à acheter aussi. Un mensuel, même Books, qui est très cher, coûte moins cher, beaucoup moins cher que l'achat régulier d'un quotidien ou même d'un hebdomadaire. Et le mensuel, s'il est bien conçu, peut satisfaire à des besoins d'exigence qu'aucun autre type de média ne peut espérer satisfaire. Alors nous n'avons presque pas de recettes publicitaires, ça ne veut pas dire qu'on les récuse, on en a eu, on les recherche. Peut-être qu'un jour on finira par y renoncer complètement, parce que honnêtement ça représente aujourd'hui peut-être 0,5% de nos recettes. L'essentiel de nos recettes viennent de l'abonnement et dans une moindre mesure de la vente au numéro, mais tout de même de la vente au numéro aussi, y compris en librairie, parce qu'on vend à la fois en kiosque et en librairie. Et on vend un peu à l'étranger, en Belgique, en Suisse, etc. Le prix du mensuel est élevé. Il est peut-être trop élevé. C'est une question à laquelle nous réfléchissons aujourd'hui. Bon, ça nous permet d'engranger des recettes significatives, mais en même temps, bien sûr, c'est plus compliqué de faire progresser les ventes et les abonnements. Je pense que, enfin pour moi en tout cas, dans l'idéal, bien sûr il y a toutes formes de journalisme, mais pour moi la plus belle dimension du métier consiste à creuser pour aller chercher l'information la plus valable, pour aller au-delà des apparences et restituer l'information dans ses dimensions multiples, dans sa complexité, tout en rendant cette complexité accessible à un grand nombre, c'est-à-dire en écrivant ou en parlant un langage clair. C'est plus facile à dire qu'à faire. Peu de journalistes, de mon point de vue, ont vraiment cet objectif en tête, et encore moins parviennent à le satisfaire. Mais cet idéal est quand même présent chez beaucoup d'entre nous, et y compris à la télévision, et bien sûr à la radio, ou en tout cas dans certaines émissions de radio. Et je pense que une réforme des écoles de journalisme serait bienvenue pour favoriser ce type d'approche de la réalité. Parce que sinon, la grosse tentation, évidemment, c'est de céder à l'actualité immédiate, de rester en surface, de répondre aux attentes supposées d'une rédaction en chef ou d'actionnaires qui souhaitent vendre avant tout, peu importe, quels que soient les moyens de vendre. En fait, c'est assez difficile de juger parce que les ventes au numéro ne reflètent pas forcément l'intérêt de lecture de nos abonnés. Et c'est plus difficile de savoir exactement en quoi consistent les variables d'intérêt de nos abonnés. On a un petit peu enquêté là-dessus, et malheureusement, quand on leur pose ce genre de questions, les réponses sont plates, c'est-à-dire tout nous intéresse, continuez comme ça, vous êtes très bon, et donc nous ne parvenons pas à obtenir beaucoup d'informations à ce sujet. Alors si je regarde le résultat des ventes au numéro,
les conclusions à en tirer sont parfois décevantes. Par exemple, le numéro qui s'est le mieux vendu ces 3 ou 4 dernières années, c'était une couverture sur Hitler intime. Or, Hitler intime, bon, c'est un sujet, honnêtement, c'est un sujet grand public, un sujet grand public un peu facile, il faut bien le dire. Bon, il naturellement s'était fondé sur une nouvelle magnifique biographie de Hitler, parue en allemand, qui n'était pas encore traduite en français, donc il y avait la matière books. Et puis après tout, le personnage d'Hitler est effectivement très intéressant et captivant. Et donc, apprendre de nouvelles choses sur sa personnalité profonde était une promesse. En même temps, le fait qu'on puisse vendre aussi bien sur un sujet comme celui-là, et aussi mal sur, par exemple, une couverture qu'on a faite sur le nouvel eugénisme, qui est un problème autrement actuel et capital que la question de savoir quelles étaient les personnalités de M. Hitler, ou bien encore un sujet sur les problèmes de qualité des publications scientifiques aujourd'hui, qui n'a pas non plus été un succès, ou encore un très bon dossier sur la corruption, mais que j'avais appelé de façon un peu sans doute élitiste, les bonnes raisons de la corruption, dont je sais que ça a détourné un certain nombre de gens d'acheter ce numéro, qui pourtant était un excellent dossier sur la corruption. Donc les ventes en kiosque, malheureusement, posent problème, et c'est vrai que c'est une difficulté que nous avons, c'est de parvenir à attirer le lecteur en kiosque, avec des titres et des images séduisants, mais en sachant qu'il y a derrière un dossier complexe qui n'est pas reflété dans la complexité, il est très très loin d'être reflété dans la couverture. En même temps, comment vendre la complexité prima facie, c'est difficile. Moi, j'ai la faiblesse de m'intéresser à peu près à tout. Réellement, je m'intéresse absolument à tout. J'ai une formation de philosophe aussi, et j'ai fait de journalisme économique, j'ai fait beaucoup de journalisme scientifique, j'ai fait du journalisme judiciaire, même à une certaine époque, quand j'étais au Monde. J'ai fait des reportages à l'étranger, etc. Et je m'intéresse beaucoup à la littérature, aux sciences fondamentales, etc. Je m'intéresse à tout. Ce qui probablement m'intéresse le plus aujourd'hui, mais je pense que c'est un biais particulier, c'est la puissance des croyances dans notre société. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des gens croient à un certain nombre de choses et s'engagent sur ces choses, alors même que les croyances en question peuvent paraître parfois extrêmement fragiles, mal fondées, etc. Et de là, et de manière un peu plus technique, disons, je m'intéresse particulièrement au problème des biais cognitifs. C'est pas la première fois que j'utilise cette expression, je crois, dans la littérature scientifique. Parce que la littérature scientifique qui joue un rôle tout à fait fondamental dans nos sociétés, à laquelle tout le monde se réfère quand il s'agit de trancher un sujet d'intérêt général, d'intérêt sociétal, environnemental, sanitaire, etc. Cette littérature scientifique, comme il est maintenant bien démontré, sauf bien sûr en mathématiques et en physique fondamentale, ou en chimie, la littérature scientifique est pleine de choses trappes, d'idées fausses, de biais divers et variés, idéologiques, financiers, de conflits d'intérêts, et très très loin de correspondre aux critères de la scientificité tels que nos grands ancêtres, Pasteur, etc., pouvaient être attachés. Alors c'est déjà extraordinaire de parvenir à un numéro 100, compte tenu de la difficulté pour un titre comme le nôtre d'exister.
Et on va en profiter pour faire quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire qu'on va y trouver des articles à la façon books classique, des articles donc qu'on aura puisés dans la littérature, dans les grands journaux et les revues internationales, sur des sujets. Par exemple, il y a une biographie de Diderot qui est sortie récemment. Diderot, chantre de l'esprit critique au XVIIIe siècle. De quelle façon par en gros l'esprit critique. Voilà un sujet pour nous, donc on s'en empare et on va le présenter. Et puis, de manière plus exceptionnelle, j'ai choisi de faire appel à un certain nombre d'auteurs, un petit peu comme si j'étais la New York Review of Books, d'auteurs étrangers et d'auteurs français, pour qu'ils nous disent leur façon de comprendre, de concevoir ce qu'est le bon usage de l'esprit critique aujourd'hui. Pourquoi cette notion est importante pour eux, et ce que l'on peut en dire, soit d'une manière générale, soit en prenant exemple sur un domaine d'expertise particulier, qui peut être les droits de l'homme, par exemple, ou la psychanalyse, ou le bio, le glyphosate, et un certain nombre de sujets de ce genre qui sont dans l'air du temps, mais qui sont souvent traités de manière superficielle ou partiale. Merci Olivier Postel-Binet pour vos réponses à nos questions et votre patience pour cette interview. Et puis à très bientôt de suivre donc, l'activité. Merci Christelle Mazat, je suis très très heureux d'avoir pu participer à la notoriété de ce cabinet que j'admire. Can you predict what will come in 100 years?